Salut les gars, de retour pour un nouvel épisode du podcast Les Rêveurs. Ici votre boy Charles ODB. Et le podcast Les Rêveurs, c'est quoi? Le podcast Les Rêveurs, c'est un podcast qui parle de rêves, d'ambition, de passion et de culture. À chaque épisode, on reçoit un invité différent qui vient nous parler de ses aspirations, ses objectifs et de ses rêves avec pleine transparence. Donc si t'es pas abonné, abonne-toi, rejoins le Rêveur Gang, active la notification. Pour les revenants, le Rêveur Squad, partagez, likez, commentez, c'est important pour faire grandir la marque et pour le référencement. Et aujourd'hui, je vous ai ramené du lourd. Je vous ai ramené l'ambassadeur du 19e arrondissement. 15 points de moyenne cette saison, 6 rebonds de moyenne, champion de N1 avec Lone Plage. Christopher Dobby, comment ça va mon gars? Yo la famille, ça va tranquille et toi? Tranquille, hein, tout doux. Tout doux, c'est les vacances, donc on profite un peu et en même temps on prépare la saison prochaine. Félicitations pour le titre, comme je te disais tout à l'heure. Merci beaucoup. Très belle saison. Meilleure saison en carrière, 27 points contre Chartres. Quand on sort d'une saison comme ça, comment on se sent? Je t'ai bien renseigné, hein, franchement, bien joué. Ah, on travaille mon gars, on Bien joué, travaille. c'est lourd, c'est lourd. Quand on sort d'une saison comme ça, bah déjà un peu de fierté quand même, on va pas se mentir, de pouvoir rendre fier un peu la famille, les potes, etc. Donc c'est d'abord de la fierté et après ensuite, bah, on pense tout de suite à la suite, on va pas se mentir aussi parce que bah, Ouais. on a des ambitions plus grandes que celle de gagner la N1. Et donc, c'est une étape. Maintenant, on essaye de voir directement ce qu'on peut faire l'année prochaine et directement, du coup, dans le championnat au-dessus dans lequel je vais redécouvrir plus ou moins Ouais. la saison prochaine et essayer de faire le maximum de bonnes performances collectives et individuelles. Ok. Ici, chez les Rêveurs Podcast, j'aime bien commencer mes épisodes avec une petite anecdote. Et comme je te disais, moi, je t'avais découvert à Massy, Mhm. quand tu jouais en U20 au PBA. Derrière, tu as rejoint Poitiers. Et quand je pense à Christopher Dobby, je me dis, le parcours, il est quand même pas difficile, mais c'est pas le parcours qu'on a l'habitude de voir pour un joueur qui joue pro, quoi. Ouais, c'est vrai. Bah, je sors un peu des radars quand j'étais jeune. J'étais un peu refoulé de tous les centres de formation. J'ai fait des parcours de fou pour aller faire des sélections, des détections, des 10 heures de bus pour aller à Marseille, des 10 heures de bus pour aller à Toulon. Et à chaque fois, j'étais pas pris. Et heureusement pour moi, j'ai pu jouer à PBA avec Sylvain Froidefond, mon coach qui est devenu comme un père pour moi et qui a pu me placer à Poitiers parce qu'il connaissait assez bien les coachs. Mhm. Et après, bah, de là, tout est parti. Mais ouais, c'était même compliqué, je dirais, parce que surtout mentalement. C'est surtout mentalement, forcément, quand t'es jeune et que tu te fais un peu cut de partout et que personne ne croit en toi, à part, bien sûr, les gens de ta famille, bah, c'est dur. Mais bon, après, je pense que ça a été bénéfique pour moi parce que ça m'a endurci, ça m'a permis de relever la tête à chaque fois maintenant. Ok. Eh bien, avant de se plonger vraiment dans le parcours et de développer là-dessus, c'est quoi ton premier souvenir de basket à toi? C'est quoi qui t'a un peu mis dedans? Bah, moi, j'ai commencé le basket pour les anciens qui connaissent Stalingrad, sur le playground en dessous de métro, là, avec mon oncle. Ok. Et après, le premier souvenir basket, c'était surtout ma meilleure année en jeune, c'était en Benjamin. Enfin, j'étais poussin, j'étais surclassé en Benjamin au CSP 19. Ok. Et j'étais avec des gens plus âgés que moi, un coach de fou qu'on considérait comme un grand frère qui s'appelle Loïc. Et bah, c'était que du plaisir. Et on a fait des matchs avec pas mal de monde autour pour des Benjamins, c'était pas mal. Et donc, du coup, c'était l'une de mes meilleures saisons et mes meilleurs souvenirs niveau basket parce que bah, maintenant, je prends du plaisir évidemment et je kiffe ce que je fais. Mhm. Mais il n'y a plus cette insouciance qu'on avait avant parce qu'on jouait vraiment que pour le plaisir et on kiffait ce qu'on faisait, tu vois. Ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis déjà, j'ai envie d'être pro? Ou non, c'est venu un peu plus tard? Bah, l'envie d'être pro, je pense qu'elle est pour tout le monde dès le plus jeune âge. Maintenant, est-ce que quand tu le réalises réellement et que tu prends vraiment la mesure de ce que c'est de devenir pro, c'est un peu plus tard. Mais effectivement, même 11 ans, j'avais déjà envie d'aller jouer en NBA, d'aller jouer en équipe de France. Quand tu regardes YouTube, tu regardes des vidéos de Kobe, des vidéos de LeBron, forcément, tu as envie d'aller jouer. Ouais. Mais après, non, devenir pro, je pense que j'ai vraiment voulu le devenir quand je suis passé en cadet première année, quand j'étais à La Courneuve en U17 France. Ouais. Et c'est là où réellement je me suis dit, bon, j'aimerais bien devenir quand même, faire ça de ma passion, enfin faire ma passion mon métier. Ok. Et comme tu l'as dit, le parcours, il a été un peu compliqué. Tu as pas mal bourlingué, surtout en Ile-de-France. Ouais. Euh, à cette époque-là, comment tu te sentais? Parce que tu avais tes objectifs, tu jouais quand même à un niveau qui était élevé. Mm. À côté, tu devais avoir l'école, des choses comme ça. Comment tu gérais tout ça avec les moments de doute et tout? Ça devait pas être évident. Ouais, j'avoue, c'était compliqué des fois dans le sens où, bah, genre, je donne l'exemple de Levallois. J'ai envie d'être en minime France, mais au final, on m'envoie en minime région. En minime région, je suis même pas l'un des meilleurs, donc des fois, on m'envoie en minime départ. La saison d'après, nouveau coach qui arrive en minime région, ça se passe pas bien du tout dès le début. Et bah, bref,
pas un bon éducateur, on reviendra pas là-dessus, mais donc du coup, je suis obligé de m'exiler à Sannois-Saint-Gratien à 1h15 de chez WAM. Et donc, du coup, bah, des galères, tu vois, c'était plein de complications, de faire des trajets, etc. Donc, ouais, tu te dis, est-ce que tu vas devenir pro, déjà? Donc, tu commences à penser à autre chose. Qu'est-ce que tu peux faire à côté? Donc, heureusement, j'ai toujours eu pas mal de projets à côté. Et notamment, après aussi, j'avais l'arbitrage. Donc, je me suis dit, bon, si je deviens pas pro, bah, je pourrais toujours être arbitre et jouer en N3 peut-être ou jouer en pré-national tranquille. Ouais. Et puis, donc, c'était un peu compliqué. Et puis, sur ma deuxième année U17, bah, franchement, j'avais presque abandonné Ce projet-là? ce projet-là. Ah Parce ouais? que bah, quand tu fais des trajets partout dans la France et que tout le monde te dit non, au bout d'un moment, tu te dis, bon, bah, peut-être que non, tu vois. Il y a eu une détection à Marseille qui s'est bien passée et que le coach me voulait vraiment. Du coup, ça m'a un peu redonné espoir, dans le sens où je me suis dit, bon, bah, s'il y a un coach qui me veut autant, c'est que bah, j'ai peut-être un peu de niveau. Et puis après, la rencontre, bien sûr, comme j'ai dit, de Sylvain qui m'a fait passer un step, forcément, parce que le niveau U20 interrégion à l'époque, Ouais. c'est un niveau quand même assez fort. C'était un niveau assez fort, en tout cas. Et bah, forcément, quand tu deviens le leader d'une équipe comme ça, bah, tu reprends confiance en toi et tu te dis, bon, bah, finalement, je peux Faire peut-être un réussir. truc. Ouais. Et justement, parle-moi un peu de cette saison-là. Est-ce que c'est la saison où tu t'es découvert, ou c'est une saison qui a un peu voilà, tué tous les doutes, où tu te disais, bah vas-y, ça va plus être possible, et là, tu as repris confiance en toi, repris confiance en ton game, et tu t'es dit, je peux aller à l'étage supérieur? Ouais, bah, franchement, c'est exactement ça. Totalement. J'arrive sur une saison où bah, je mettais des points la saison d'avant, mais bon, on perdait beaucoup de matchs avec mon ancienne équipe. Et là, j'arrive, première année, donc normalement rookie plus ou moins en U20, sauf que le coach Sylvain, lui, avec moi, il n'y a pas trop de ça, donc du coup, il me met directement dans le bain et, en tant que leader de l'équipe. Et ça se passe bien. Et puis après, bah, il y a des connexions qui se font des fois entre des joueurs et des coachs que tu peux pas expliquer. C'est exactement ce qui s'est passé. Et franchement, dès le début, ça a grave matché. Et bah, direct, lui m'a mis en confiance. Du coup, j'étais en surconfiance sur mon jeu. Et forcément, j'ai repris confiance et l'envie de repartir. Sauf que ça s'est pas passé comme prévu aussi. Pareil, je refais des détections partout, mais je suis pris nulle part. Contre Afos, Le Mans, partout, un peu partout, je suis pris nulle part. Et heureusement qu'il arrive à me trouver Poitiers en fin de saison. Mhm. Enfin, faire un test à Poitiers. Je vais faire le test, ça se passe bien, mais ils me prennent pas non plus. Merde. Parce que leur groupe est complet, etc. Ils m'avaient pris, mais bon, complet. Donc j'ai failli partir en prep school aux États-Unis. Ok. Ce que j'avais pas forcément envie, parce que je pense que c'était pas un truc pour moi, tu vois. Mhm. C'est pas pour tout le monde les États-Unis. Moi, je pense que ça aurait peut-être marché, mais je pense pas pour moi, parce que c'était un peu trop loin de ma famille. Et le 30 juin, je crois, il y a le coach de Poitiers qui m'appelle et qui me dit, ouais, finalement, il y a quelqu'un qui part, est-ce que ça te dit de venir? Donc directement, Ok. j'ai accepté direct. Tu vois, je connaissais pas la petite backstory. Je pensais que pour Ouais. moi, ça avait été un peu plus fluide, en mode, tu avais cartonné en U20 interrégion Mm. et direct Poitiers après. Non, pas du Pas tout. du tout, en fait. Ah non, pas du tout. J'ai fait toutes je suis allé à Toulon, je suis allé à Limoges, Ouais. Fos, Le Mans. À chaque fois, ça me mettait des refus. Pas que... Après, je peux comprendre aussi les refus, tu vois. C'est pas forcément. Vas-y, on me négligeait quand j'étais petit, tu sais, les mecs rageux là. Non, on Ouais, me ouais, négligeait. ouais. Non, après, il y a des choses qui faisaient. J'étais un peu trop frêle, peut-être aussi. Mhm. À l'époque, plus jeune, j'étais un peu trop petit, peut-être, parce que j'ai grandi aussi après. Donc voilà, il y a des raisons. Et donc, ouais, non, j'étais pris nulle part, même à Poitiers. Ouais. J'étais pas pris. Et c'est vraiment au dernier moment qui ont pu me prendre. Ok. Et avant de parler de la découverte du monde pro à Poitiers, moi j'aimerais bien parler de l'importance du streetball dans ta carrière à toi et dans ton développement. Tu vois, pour les gens qui connaissent un peu le basket en Ile-de-France, on le voit souvent sur les tournois Mm. K54. Tu as peut-être mis même le poster de l'été au tournoi The Storm organisé par la S-Fam. Est-ce que ça a toujours été important pour toi? Même là, je te vois avec le t-shirt 3-3 à Chaff. Ouais. Voilà, les étés, aller sur les playgrounds et game, tout simplement. Ouais, c'est ça. Bah, parce que bah, ça m'a grave apporté déjà. D'une, quand j'étais petit, je voyais beaucoup de pros quelquefois qui venaient jouer sur les playgrounds. Donc forcément, moi, ça me fait plaisir aussi de repartir, de toujours redonner ce qu'on m'a donné déjà, Ouais. premièrement. Et puis après, bah, j'ai commencé dehors, hein. J'ai commencé avec mon oncle à Stalingrad, Mhm. dans l'antre du streetball à l'époque parisien. Donc forcément, non, c'est toujours ce que j'ai kiffé. Et puis, ça amène une dureté que t'as pas forcément dans le basket ordinaire, parce que va te demander une faute contre des anciens ou des trucs à Stalingrad ou peu importe dans quel playground. Donc forcément, tu deviens un peu plus dur. Et ça taffe aussi autre chose, parce que malgré tout, tu dois jouer plus tout seul, plus jouer tes duels, etc., que tu ne dois pas forcément faire en 5-5. Et donc forcément, après, quand tu as l'habitude de faire ça en streetball, en 5-5, ça devient un peu plus facile. Donc ouais, le streetball, c'est grave important. Et puis après, les tournois aussi l'été, bah, ça me permet de kiffer, de revoir mes potes. Mhm. Bah, le K54, t'en parles, c'est le plus grand tournoi de streetball au monde. Donc
Jouer devant 5000 personnes, c'est pas tout le monde qui peut le faire. À Paris, en C'est plus. toujours kiffé. À Paris, en plus, chez soi. Donc, franchement, non, c'est lourd. Ok. Du coup, voilà, Poitiers, tu découvres le monde professionnel. En Mm. plus, tu n'avais jamais fait de centre avant, rien. C'est quoi qui change? Là, tu as Rudy Nelom, entraîneur assistant de l'équipe de France, des coéquipiers, il y a Sékou Doumbouya, Baptiste Tiafoué, avec des prospects NBA, tu vois, vraiment à l'époque. Comment Christopher il sent quand il arrive et comment ça se passe? C'est dur, gros. Faut pas te mentir, c'est dur. C'est dur parce que je passe de 3 entraînements officiels par semaine. Après, tous les jours, je joue au basket, tu vois, parce que j'étais un Parisien, des playgrounds, etc. Mais 3 entraînements officiels par semaine, à 10 par semaine, tu vois. J'en avais 2 par jour, voire même le dimanche. Match, musculation, des trucs que j'avais jamais connus de ma vie. Moi, j'étais jamais rentré dans une salle de muscu avant, tu vois. Ouais. Donc, c'est ça complètement différent. Et après, l'exigence, elle est totalement différente aussi, tu vois. Je passe aussi être le leader de l'équipe à le mec le plus en bas. Et en plus, je démarre avec la Pro B, tu vois. Ouais. Je démarre direct, la reprise Pro B. Waouh. Tu vois, t'arrives, tu joues avec des mecs, des quinries déjà, tu dois parler anglais. Bon, mon anglais n'était pas dégueulasse, mais bon, Ouais. c'est différent de parler avec eux. Donc, c'est un monde différent de fou. Et Rudy Nelom, tu le vois à la télé de base, en tant que coach assistant, tu le vois. Et là, boum, tu le vois devant toi et c'est lui qui te donne des consignes. Donc, c'est compliqué. Et franchement, les 3 premiers mois, j'ai eu vraiment beaucoup de mal. Ouais. J'ai songé à arrêter. Carrément? Ah ouais, je vais pas te mentir, j'ai songé à rentrer chez moi, tu vois, parce que j'étais dans un mood où je me disais, si je suis pas heureux dans ce que je fais, tu vois, ça sert à rien que je le fasse. Ouais. Autant que je rentre jouer en région parisienne, que j'aille game en région parisienne avec Froidfond en N3 aussi, tu vois, ce sera le même niveau, mais bon, je serai à côté de chez WAM, tranquille, etc. Et tu auras plus de Plutôt- liberté. Voilà, plus de liberté, plus tranquille, plutôt que me faire incendier, parce que franchement, au début, et ça m'a grave aidé, il y avait le coach assistant de Rudy Nelom, Antoine Bro, qui prenait la suite parce que Rudy Nelom, je crois, était à l'époque, c'était pas Jeux Olympiques, mais peut-être la Coupe du Monde. Je crois qu'il était à la Coupe du Monde, bref. Mhm. Et du coup, il m'allumait comme je me suis jamais fait allumer de ma vie. C'est-à-dire que j'étais pas à 1 centimètre de là où j'étais, je me faisais détruire. Donc c'était dur, tu vois. C'était grave dur parce que j'avais aucune liberté. Et puis aussi, j'habitais seul, tu vois. Ouais. Il y a un changement total, tu vois. T'arrives, je suis fils unique, j'habite avec ma mère depuis que je suis tout petit. Et puis là, j'arrive d'un coup, boum, je me suis dans le grand bain direct déjà de une au niveau basket. Et j'arrive à habiter tout seul, c'est aussi totalement différent. Ouais. Première course, j'appelle ma mère, je lui dis, ouais, je prends quoi qu'est-ce que je dois prendre, dis-moi, tu vois, je sais pas. Je connais pas. Pour faire à manger, j'appelle ma grand-mère, ouais, je dois mettre quoi Quand j'étais comme un dingue, donc forcément, c'était un peu plus dur. Et tu l'as dit, heureusement, tu l'as cité, le nom de Sékou, heureusement qu'il était là. Ouais. Parce que on avait un peu le même. Le même délire, on venait à peu près pas du même endroit localement, mais Ouais, au niveau de la culture. au niveau de la culture, etc., c'était à peu près la même chose. Donc heureusement qu'il était là, parce que du coup, ça a direct matché au bout de 3-4 jours et on a fait toute la saison ensemble. Et du coup, comment ça se passe au niveau du développement basket? Bah, Comment tu te sens progresser au fur et à mesure de ton passage là-bas? je pense que c'est plus au niveau du key basket que j'ai progressé, notamment au départ en tout cas. Ouais. C'est-à-dire qu'au début, je savais pas comprendre mes shoots. C'était un niveau de jeu déjà différent, parce que je passe aussi de niveau région élite et je jouais avec la R3 de MPS, Ouais. donc en senior, à niveau N3, tu vois, donc c'est un niveau totalement différent. En pro, je passe parce que bon, moi j'étais plus là pour faire des passes, hein. Quand tu arrives en pro au début, forcément on te donne le ballon, tu regardes le carré, il est où, tu vois, mais en N3, du coup, difficile les 3-4 premiers matchs où genre, faut que je prenne un peu l'habitude, je sais pas trop quand prendre mes tirs, je sais pas quelle intensité mettre aussi, tu vois, je suis beaucoup réprimandé par le coach, et après, je progresse d'un coup. Je pense qu'il y a un déclic qui se fait, tu vois, où j'ai décidé de plus me prendre la tête et de jouer mon jeu, ça a fonctionné. Et puis en même temps, c'était un peu un mix des deux cultures, tu vois, de mon jeu, Ouais. jouer mon jeu et en même temps écouter ce que je dois écouter du coach. Et franchement, ça a fonctionné avec le coach NG, qui est maintenant coach de Poitiers en équipe première, du coup, l'équipe pro. Ok. Donc franchement, non, c'était grave lourd. Dur, mais grave lourd. Ouais. Et c'est quoi les choses qui t'ont aidé? Que ce soit la famille, les Ouais, potes, t'as déjà, parlé de Sékou. ma mère, premièrement, déjà, forcément, par téléphone, etc., celle qui m'a reboosté quand il fallait et qui m'a mis des coups de pression sans quand il fallait. Elle m'a dit, bon, c'est bon, maintenant, au bout d'un moment, ça y est, t'es grand, Ouais. arrête de me saouler, tu vois. Arrête de me saouler, de Débrouille-toi, m'appeler, ouais. ça y est, débrouille-toi un peu, tu vois. Ouais. Il faut aussi que tu grandes. Donc, elle a su, comment dire, me rebooster au bon moment et me laisser dans le grand bain tout seul au bon moment, tu vois. Et après, forcément, sur place, c'était surtout ses coups, tu vois. Parce que j'arrivais dans un univers qui était totalement différent, tu vois, avec une autre culture aussi, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que j'étais à Paris, tout ferme à 2h du matin, 3h, toute la nuit, tu peux aller manger. À Poitiers, à 20h, il n'y a plus de bus.
Wow. Le premier magasin, il est à 15 minutes, 20 minutes à pied. C'est un autre monde, tu vois. J'étais super loin de tout. Donc, c'était un peu difficile. Donc, forcément, ouais, le fait d'avoir quelqu'un qui connaissait Poitiers, parce qu'il était là depuis un an déjà, et qui vient aussi d'un quartier un peu comme moi, etc., et avec qui je pouvais vraiment délirer, avoir les mêmes délires et qui avait mon âge, bah, du coup, c'était une aide de ouf. Sur ma première saison, heureusement qu'il a été là, je parle surtout mentalement, tu vois. Ouais. Et du coup, après, premier contrat, Mm. c'est quoi la sensation? Franchement, je te dis la vérité, j'étais comme un dingue. Tu vois, je me suis dit, tu vois, je passe de une année à je trouve pas de centre de formation, je trouve rien, et à signer mon premier contrat stagiaire, Ouais. tu vois, à Poitiers. Et bah, forcément, bah, direct, je pense déjà, tu sais, je pense même, dis-toi, ma première pensée, c'est même pas jouer, c'est juste la présentation des joueurs, tu vois. Ouais. Tu vois, présentation numéro 19, Christopher Christopher Dobby. Dobby. C'était juste ça à laquelle je pensais, tu vois. Ouais. Et donc, franchement, sensation de ouf, tu vois, pareil, fier, même si c'est qu'une étape et qu'il y a beaucoup qui signent des contrats stagiaires ou des contrats aspirants pro, mais qui finissent pas pro, tu vois. Mais c'est quand même C'est une un étape, symbole. c'est un symbole dans le sens où bah, personne m'attendait. Et puis en une saison, bah, je termine à 13 ou 14 points de moyenne ma première saison en N3. Et d'un coup, je signe un contrat stagiaire, donc forcément, ouais, fier aussi, tu vois. Donc c'était lourd. Donc j'ai pu faire mes premières minutes en Pro B avec Rudy Nelom. Ma deuxième saison, pareil, enfin ma troisième saison du coup à Poitiers, pareil, j'ai pu. On est aussi monté en N2, ça j'ai oublié de le dire. Donc j'ai pu jouer en N2 et en même temps avec la Pro B au début. Et malheureusement, après, Rudy Nelom, il s'est fait évincer Ouais. de son poste. Ce qui m'a pas aidé, je pense, parce que du coup, moi j'avais une bonne relation avec lui et puis je trouve qu'il me faisait pas mal progresser. Et puis bah, il y a un nouveau coach qui est arrivé avec qui ça matchait pas, tu vois, comme ça peut ne pas matcher avec tout le monde. Donc du coup, bah. J'ai pas pu rester à Poitiers, ce que normalement je devais faire à la fin de mes années espoirs. Je devais normalement pouvoir signer un contrat pro, pouvoir rester avec les espoirs en même temps, bref. Et puis bah du coup bah rentre dans le monde des grands et pareil encore un truc où je m'imaginais pas de cette façon, tu vois. On m'a un peu Et du coup, écarté. à cette époque-là, c'était quoi? 2019, hein, c'est ça? 2020 quand je termine 2020. au moment du Covid. Ok, d'accord. Covid ça on fait la saison, le Covid arrête la saison et du coup bah c'est là un peu à partir du mois d'avril où on rentre dans les discussions de si je reste à Poitiers, si je pars, etc. Et du coup, là, c'est reparti pour un tour. Tu vas retrouver un club, machin et tout, et tu reviens à Reuil en Île-de-France. C'est ça. Comment ça se passe, cette saison-là, ce moment-là, en plus avec le Covid et tout, Ouais. tu en as parlé, c'était quoi un peu l'expérience? Bah, dur pareil, parce que comme je l'ai dit, bah, je sors de Poitiers, des médias qui m'annoncent dans un club, d'autres, bref. Donc, du coup, des coachs qui pensent que j'ai déjà signé dans un club, etc. Donc, au final, bah, je trouve pas forcément de club rapidement. Et c'est en fin de mercato, plus ou moins, que je trouve Reuil. Pas dans les conditions que je voulais aussi, parce que tu vois, du coup, ils n'avaient pas d'appartement pour moi. Du coup, bah, je devais rentrer dans le 19e tout le temps, faire des allers-retours tous les jours. C'est loin. C'était loin de ouf, C'est tu loin vois. en plus. C'est loin de ouf. Donc du coup c'était un peu galère mais bonne expérience en plus comme tu l'as dit avec le Covid, donc match à huis clos, enfin à part les 3 premiers matchs de la saison, après c'était à huis clos total, donc difficile. Euh, J'arrive dans un groupe où je suis 9e 10e homme, où je suis pas censé beaucoup jouer, avec un coach référencé dans le monde professionnel, Makan Dumassi, qui avait médaillé d'argent aux Jeux Olympiques quand même. Donc pareil, ça m'a quand même appris parce que heureusement avec Makan, on se comprenait parce que lui aussi quand même il a aussi grandi avec Moustapha Sanko, etc. Ouais. Il a joué à Stalingrad comme moi quand il était petit, etc. Donc il connaît un peu ma mentale. Et donc du coup il a pu me lancer sur un moment donné où l'équipe elle était pas bien du tout. Et après tu vois, le basket c'est une question de chance, une question de saisir les opportunités. Il m'a lancé dans le grand bain sur un match où vous étiez à -20 je crois. J'ai saisi l'opportunité, on a gagné à la fin. Donc après, du coup, bah, il n'avait pas trop le choix Ouais, de me continuer à remettre, te tu faire vois. jouer, ouais. T'as un gars qui te fait gagner ton équipe, t'es obligé de le refaire jouer après, tu vois. Donc après, après le malheur des uns fait le bonheur des autres, des blessés par-ci, des blessés par-là qui me permettent d'avoir encore plus dans le jeu. Et après, c'est là où j'arrive à pareil saisir l'opportunité et ça commence à parler un peu de moi dans le monde professionnel. Et bon, bah, on va dire que c'est là où ça se lance, tu vois. T'as dit un truc hyper intéressant et hyper stylé. Tu lui as pas vraiment laissé le choix, voilà, de te mettre sur le terrain. Ouais. Et j'ai l'impression que quand on regarde ta carrière, c'est un peu ça la mentale, l'état d'esprit où tu te dis, si vous me donnez ça, je vais prendre tout ça Ah, c'est et exactement je me ça. game. Et quand tu vas à Dax l'année d'après, statistiquement, t'exploses. Mm. C'était quoi le shift un peu? Bah, c'est Qu'est-ce qui a changé? comme tu as dit, moi je suis pas là pour être ami avec tout le monde, tu vois. Même si je suis quelqu'un de grave. La preuve, je pense que tu peux aller voir toutes mes anciennes équipes, tout le monde dira que je suis le meilleur gars peut-être avec qui ils ont joué, tu vois, je parle en termes humainement, tu vois, pour rire, pour rigoler, etc. Je suis toujours le clown de l'équipe, Ouais. je suis toujours respectueux, tu vois, surtout envers les anciens. J'ai cette culture aussi, bah, forcément, de quartier où tu respectes les plus âgés que toi et les plus anciens, tu
tu restes à ta place. Mais je suis pas là aussi pour faire de cadeaux. C'est-à-dire que moi, tu me donnes 1 minute, je veux en vouloir 10. Tu m'en donnes 10, je veux en vouloir 30. Donc, quand il a eu le malheur, entre guillemets, dans mon bonheur, de me laisser 5 minutes dans le premier quart-temps, je crois, quand ils étaient à -20, bah, on est remonté direct à -12 déjà. En deuxième mi-temps, il m'a remis pareil, on gagne le match. Derrière, après, bah, forcément, j'en veux plus. Tu me fais ça, moi, j'en veux plus. Je vois en plus que du coup, comme j'ai fait une bonne performance, ça en parle. Ouais. Je veux que ça continue, je veux continuer. Et bah, après, c'est pareil à Dax, tu vois. Quand je signe à Dax l'année d'après, bah, j'avais d'autres gros clubs qui me voulaient, plus ou moins, tu vois, mais je voulais pas rester dans le même rôle que j'avais à Reuil, même si j'allais avoir plus d'argent forcément dans d'autres clubs, parce que c'est des gros clubs. Je voulais être dans un environnement où j'allais pouvoir jouer et m'exprimer. Et c'est ce que Adax il m'a proposé, Denis Mété. Et normalement, je devais être quand même derrière un Américain. Donc être avec un Américain et que 3 plus ou moins sur le poste. Et les Américains, je pense qu'ils se rappellent de moi encore parce que j'étais pas là pour blaguer avec eux, pareil, tu vois. Ouais. Ils arrivaient, l'Américain, il a eu le malheur d'arriver en retard, plus ou moins, même si c'est devenu mon gars, tu vois, mais il a eu le malheur d'arriver en retard. Bah, j'avais déjà pris sa place plus ou moins dans la tête du coach. Et puis il a ramené, je crois, 3 ou 4 Américains de souvenirs et les 3 ou 4, ils sont passés à la trappe parce que j'étais pas là pour leur laisser des minutes, tu vois. J'étais pas là pour leur laisser des minutes. Et forcément, derrière, bah, t'as envie de prouver, t'as envie de progresser. Et puis, quand je suis arrivé à Dax, mes objectifs, c'était de terminer à 10 points de moyenne, tu vois. 10 points, 4 rebonds, tu vois. Objectif bien atteint. Hein. Allez regarder les stats sur Pro Bowler. Bah ouais, tu vois, et puis bah, forcément, après, bah, quand tu vois, tu t'arrives à mettre, je crois, le premier match, je suis pas bon, mais le match d'après, je mets 15 points. Il y en a un où je mets 20. Je me dis, ah, finalement, je peux peut-être faire plus. Et bon, l'appétit vient en mangeant. Et donc, du coup, après, je me disais, bah, ok, moi, mon but, c'est d'être à 13 points. Après, je me dis, oh, 13 points, j'y suis. Ok, 14 maintenant. Et monter. Et puis, ça a fonctionné comme ça. Hein. Même cette année, c'était comme ça aussi. Hein. Et là, tu parles de cette année, meilleure saison en carrière. Ouais, statistiquement et aussi collectivement, hein, on va pas se mentir. Et pareil, j'arrive à Lone Plage dans un statut de joueur confirmé plus ou moins de la N1 où j'avais déjà quand même fait 2 saisons et que c'était une équipe qui venait de monter. Donc là, différemment des autres saisons, j'arrivais attendu par l'équipe. Donc j'avais un rôle bien défini de leader offensif de l'équipe. Et pareil, je me disais, ok, là, je vais peut-être gagner plus de matchs que la saison dernière. Mais il faut que je continue à performer. Mais je me disais pas, je vais mettre 15 points, tu vois. Dans ma tête, je me suis dit, je vais peut-être terminer à 12 points. Si je termine à 12 points, 6 rebonds, c'est pas mal, tu vois. Je vais terminer dans une équipe qui gagne, c'est pas mal. Et déjà, on gagne plus que prévu, déjà premièrement. Et je fais plus de points que j'avais prévu déjà l'année dernière, etc. Statistiquement, je suis meilleur que les saisons d'avant. Ouais. Donc ouais, franchement, lourd. Que du plaisir en plus avec une équipe de potes, devenus des frères, tu vois, au bout de 1 an. Donc franchement, que du plaisir cette saison. Nickel, parfait. Et tu as évoqué un sujet que moi je trouve hyper intéressant. Souvent en N1, N2, qui est un peu l'antichambre du monde professionnel de très haut niveau en France, il y a cette concurrence, surtout sur ton profil à toi, de leader offensif avec les joueurs américains. Ouais. Est-ce que ça, tu l'as senti, tu vois, que par rapport à certains coachs, il y avait des faveurs envers eux, que toi, tu n'avais pas forcément, de par ton profil, de par ton parcours aussi, parce que tu viens pas avec référence INSEP, équipe de France ou je ne sais quoi. Est-ce que c'est un truc que tu as senti ? Ouais, franchement, je l'ai ressenti. Premièrement, déjà, à Dax. Ouais. Malgré le fait qu'à la fin, tu vois, il m'a fait confiance, etc., il a quand même cherché 3 Américains pour mettre devant moi, tu vois, à chaque fois, tu vois, même si je l'adore, Denis, mais à chaque fois, il voulait mettre un Américain devant moi. Et quand même l'autre Américain arrivait, je me rappelle du premier match, il voulait le mettre directement dans le 5 de départ. Alors que j'étais quand même à 12, 13 points de moyenne. Donc il y a toujours eu ce truc de. Je pense en France, c'est comme ça, tu vois. Après, est-ce qu'on peut blâmer les coachs de ça ? Je pense pas, parce que c'est pas tous les Français qui ont une mentalité, on va dire, comme la mienne. Parce que moi, je pense avoir une mentalité américaine, dans le sens où je joue, j'ai pas Scoring de. first, quoi. Voilà, c'est tout. Enfin, je suis là je veux que l'équipe gagne, ça c'est sûr et certain. Je ferai tout pour que l'équipe gagne. Mais je suis aussi. J'ai confiance en mes capacités et je veux le montrer, tu vois. Et des fois, en France, je pense que c'est ce qui manque à certains joueurs, c'est qu'ils ont peur de faire ce qu'ils savent faire. Il y a plein de joueurs qui ont le niveau de jouer au niveau professionnel. Donc, il y a deux types. Il y en a où certains qui ont le niveau techniquement tout, mais juste ils sont bêtes et qui veulent pas écouter. Ça, on va pas se mentir, ils veulent pas écouter les coachs, ils veulent pas écouter, tu vois, ce qu'on leur dit. C'est-à-dire que, ok, t'es fort, mais écoute ce que je veux te dire, tu vas devenir encore plus fort. Mets-toi là, mais ils veulent pas. Donne-moi le ballon, je vais dribbler. Il y a ce type de joueurs. Et il y a les autres qui écoutent trop les coachs.
Tu vois, c'est-à-dire qu'ils veulent tellement écouter les coachs qui sortent de leur jeu et qui peuvent pas montrer vraiment leur niveau de jeu. Et ils se retrouvent dans un type de jeu qui leur correspond pas et ils n'arrivent pas à montrer ce qu'ils savent faire. Et il n'y a pas ce juste milieu en France. Et moi, j'ai réussi à trouver ce juste milieu. Et je continuerai à le faire jusqu'à ce que ça marche. Tu vois. Pour l'instant, ça a toujours marché. J'espère que ça continuera à marcher, tu vois. Et je prie pour ça tous les jours. Mais ouais, je pense que c'est la première chose à faire. Et les coachs, ils ont peur de ça, de donner des responsabilités à des Français, parce que les Français, ils n'ont pas cette mentale. Ouais. Ils ont pas cette enfin, pas tous les Français ont cette mentale de OK, je peux faire gagner l'équipe. C'est pas un autre mec qui peut faire gagner l'équipe, c'est moi. Ouais. Et il faut que tout le monde pense comme ça. Parce que si tout le monde pense comme ça, bah, tout le monde va progresser. Et après, c'est un truc de concurrence, mais le niveau il sera forcément meilleur à la fin. Mm. Donc voilà, mais ouais, il y a du favoritisme envers les Américains, ça. On le sait, et merci C'est sûr. d'être transparent là-dessus et de le dire. Tu vois. Ouais, ouais, moi, j'ai pas peur de le dire parce que je pense que c'est aussi un truc qui est assumé, tu vois. La preuve, il y a très peu d'équipes. En France, en pro, je crois, on a le droit à 6 étrangers. Il y a très peu d'équipes qui n'en prennent pas 6, tu vois. Ouais. À part là, de tête, la seule équipe là, cette année qui a été construite en pro avec pas 6 étrangers, c'est Nanterre, tu vois. Mm. Avec lequel ils ont fait une grosse équipe avec beaucoup de Français. Et franchement, tant mieux. On avance de ouf et c'est grave lourd. Plus il y a de Français, plus je pense que le niveau français va augmenter. Peut-être qu'au début, ça va être un peu compliqué. Mhm. Tu vois, il y a des équipes qui vont un peu plus galérer, mais à la fin, je pense que ce sera que bénéfique pour tout le monde. Après, il y a aussi le souci du résultat. Tu vois, quand tu es coach, tu as des missions, tu as la pression de la direction, tu dois gagner et tu te dis peut-être avec des mecs avec un peu plus d'expérience, tu vas y arriver plus facilement. Ouais, Ce qui n'est pas forcément vrai, hein, des fois. Je pense que ouais, c'est pas forcément vrai, surtout que des fois, on prend des Américains qui n'ont pas forcément d'expérience. C'est vrai. Juste qu'ils sont Américains, ils ont joué en NCAA, c'est un peu plus flashy. Donc voilà, ils font deux, trois dribbles entre les jambes. C'est beau, ils sont forts, ok. Mais ouais, franchement, tu peux. Pareil, t'as raison, tu le dis, le résultat. Il y a des salariés dans un club, il y a un président, il y a des supporters. Tu peux pas te permettre de perdre des matchs parce que tu veux faire jouer un tel, un tel. Ouais. Donc il faut réussir à trouver le juste milieu. Il y en a certains qui le font bien. À l'époque, Rudy Nelom le faisait parfaitement avec Poitiers, en alliant la jeunesse, les Français et les Américains. Il n'avait pas peur de faire sortir des Américains du banc. Je me rappelle l'année où on est parti en playoff, ma deuxième saison. Il fait sortir Warren Nice du banc, tu vois. Et c'était Kevin Harley, la star de l'équipe, qui a terminé dans le 5 majeur. Et ça marchait très bien comme ça. Donc il y en a qui arrivent à le faire, il y en a qui ont un peu plus de mal. Est-ce que tu peux leur en vouloir? Je pense pas, parce que la plupart du temps, à 90%, c'est eux qui ont raison, parce que c'est souvent les Américains qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Mais je pense que c'est parce que justement on donne trop aux Américains que les Français, du coup, derrière, après, ils ont un peu peur de se montrer et de prendre des risques. Après, tu me diras, dans le lot, il y a quand même des mecs comme toi qui arrivent à tirer Mmh. aussi leur épingle du jeu. Et cette saison, pas mal de cartons. Ouais. Comment on se sent là quand on domine à ce niveau-là? Est-ce que tu trash talk un peu sur le terrain? Ouais, moi je suis sûr comme ça, moi, tu Ah connais, ouais. j'essaye un max. Enfin, après, je suis quelqu'un de grave respectueux, tu vois. Non, Donc, bien sûr. j'ai pas trash talk avec n'importe qui déjà de une, et c'est plus dans comment le match il vient. Tu vois, il y a des moments où moi je suis quelqu'un qui respecte tous les anciens, surtout les Français déjà. Mhm. Bah, ils ont une carrière, ils ont un certain coffre, donc tu peux pas arriver et dire ouais, tu leur mets un panier dessus, ouais, t'es trop petit pour moi, des trucs de con, tu vois. Mm. Tu peux pas faire ça déjà de une, et c'est plus comment le match, tu vois. Si tu vas me mettre un coup, je vais te répondre, forcément ça va chauffer un peu, et après ça va partir dans le trash talk. Mais ouais, c'est toujours comme ça, surtout avec les Américains, Ouais. parce que les Américains ils sont bien dans ça, tu vois. J'ai souvenir d'un Américain, j'ai trash talk avec lui pendant tout le match du Havre là, Fred Thomas. À la fin, il m'a dit bon match, tu vois, continuez et allez gagner le titre. Et c'est exactement ce genre de choses que je kiffe. Et en France, c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça que j'essaie de pas trop le faire avec des anciens, parce que eux, ils vont peut-être ils vont mal le prendre. Tu vois, trash talk. Eux, pour C'est eux, moins notre culture aussi. c'est moins notre culture, exactement. C'est comme tu le dis. Donc, c'est difficile. Il faut trouver le juste milieu. Mais avec les Français, c'est un peu plus dur parce que derrière, ils vont vouloir, ils vont s'énerver, tu vois. Et moi, je suis pas là pour. Donner rendez-vous sur le parking. Ouais, ouais, voilà. Dans le sens où surtout, c'est moi qui cherche, tu vois. Ouais, Moi, je suis pas là. J'essaie de respecter tout le monde. Comme ma mère, elle m'a bien éduqué. exactement. Voilà, et donc du coup, ouais, j'essaye de trash talk, mais avec les bonnes personnes. J'essaye de voir, tu vois, tu titilles un peu, la personne, elle te répond, ok, bon, on est dans le même délire, on peut y aller. Et sinon, tranquille, tu fais ton game et puis tu joues. Mais ouais, les grosses performances, c'est pas forcément dû à ça, mais Ouais. ça joue dessus, ouais. Tu dirais que c'est quoi ta plus belle performance? Peut-être pas forcément cette saison, là, tout confondu. J'avoue, cette saison contre Chartres, comme tu as dit, c'était pas mal. C'était pas mal. Après, de souvenirs. Après, il y en a une contre Tours, là, en playoff. Mhm. Où après on perd
malheureusement. Dommage. Mais justement, on n'était pas du tout bien embarqué. Et j'ai pris de gros shoots, de gros tirs en fin de match qui ont fait qu'on est revenu. Donc ça, j'aime bien ce genre de match, ces matchs serrés, les matchs chauds, qui sont tendus. Et sinon, après, ouais, franchement, j'ai pas de performances qui sortent. Après, il y a des trucs dont je suis fier, tu vois. Il y a contre Rennes, je crois que je prends 15 rebonds. Pour un poste 2, tu vois, c'est très rare. Donc Pas mal, forcément, Surtout que t'es c'est pas lourd. le plus grand des Ouais, postes non, je suis deux. pas forcément le plus. Oh, en poste 2, si, quand même. Poste 2, je sais pas si je suis tombé sur un mec plus grand que moi cette année. Ah ouais. En poste 2, ouais, franchement, non. Surtout en France et en N1, tu vois, et c'est un peu plus petit. Mais franchement, ouais, non, j'ai pas de performance qui sortent du lot, même à l'époque. Après, il y avait celle où bah, je me suis découvert à Rueil, tu vois, où je fais pas forcément. Je mets que 11 points, je prends 4 rebonds, mais je fais un plus-minus de 27, tu vois. Ouais. Alors, sur un match qui gagne de 1 point, donc forcément, ça, c'est une grosse perf pour moi. Mais après, sinon, ouais, non, je n'ai pas de tête qui viennent. Ça marche. Et du coup, Pro B l'année prochaine, Ouais. t'as signé à Aix. Mm. C'est quoi les objectifs? Voilà, on est dans le podcast Les Rêveurs. Donc, zéro crainte, parle Oh, vraiment. moi, il a pas de. Bah, les premiers objectifs, déjà, c'est que. Premièrement, je parlais du club. Ouais. Ça fait longtemps qu'ils ont pas. Qui jouent le maintien. Promu aussi, Aix. Non, ils sont Non, pas ils étaient promus. déjà Non, non, ça fait depuis 2017-2016 qu'ils sont en Pro B, je crois. Ah, ok. Et Pas justement, ça fait longtemps, justement, depuis cette époque-là, qu'ils jouent le maintien. Donc, premièrement, j'aime bien arriver, moi, dans les clubs et changer un peu la culture, tu vois. C'est comme Je ça. kiffe ça. Donc, forcément, j'aimerais bien leur faire découvrir les playoffs. Enfin, leur faire. C'est un grand mot, c'est pas moi qui va faire changer le jeu, mais qu'on puisse jouer les playoffs. Pour un club qui n'a pas l'habitude de faire ça, ce serait lourd. Et après, individuellement, bah, déjà, arriver sur la pointe des pieds. Ouais. Pas forcément, tu vois, je suis le meilleur, quoi que ce soit, mais non plus ne pas arriver trop sur la pointe des pieds. Je suis là pour jouer. J'arrive aussi avec des choses que j'ai déjà faites avant. C'est pas ma première année professionnelle. Donc c'est juste un nom qui change, il y a une division qui change, mais moi j'arrive sur les mêmes objectifs, tu vois. Je me dis pas que je vais mettre 20 points par match, mais je sais que je peux mettre des points aussi en Pro B. J'ai déjà montré face à des équipes de haut de tableau N1. Donc voilà, je vais essayer d'apprendre un maximum de ceux qui connaissent le niveau, du coach, etc. Et après, on verra ce qui va se passer. Pour mes objectifs personnels, tu vois, j'attends plus au niveau de la saison, du début de saison. Ouais. Comment je vais me sortir dans l'équipe, comment je vais voir avec le coach. C'est compliqué de donner quand tu arrives dans une division comme ça, de donner des réels, Ouais, des réels points de stats ou des points, tu vois. Là, tu peux pas regarder la caméra et dire 30 points de moyenne, direct. C'est difficile, tu vois. Je sais pas comment ça se passe. Je sais pas comment ça va se passer. Je connais pas comment le coach fait ses rotations. Tu vois, il y a plein de trucs, il y a tellement de trucs qui rentrent en compte pour faire une bonne saison que tu peux pas savoir. Mais en tout cas, la seule chose que je peux dire et que tu sais, c'est que je viens pas là-bas pour enfiler des perles et je viens pas là-bas pour regarder les autres jouer. Ça, c'est sûr et certain. Et au niveau de tes objectifs de carrière, est-ce que voilà, tu as en tête, je sais pas, la Betclic Elite, forcément, Ouais, peut-être l'étranger aussi, l'Euroleague, j'en sais rien. Tu vois, ouais, bah l'Euroleague, moi, ça me fait toujours kiffer, forcément, quand tu regardes le Partizan de Belgrade. Moi, je kifferais pouvoir faire une saison là-bas. c'est une ambiance. Hein. C'est une ambiance de ouf. Même là, Je cette vois saison, Mathias là-bas, là, Mathias Le Sort qui bousille et qui. Comment tu vois, il communique avec les supporters, c'est lourd. Et moi, je suis un peu comme ça, tu vois. C'est-à-dire, moi, je suis un tarté. Tu me mets des supporters comme ça, je vais devenir fou. Donc, je kifferais jouer une saison là-bas. Et après, sinon, moi, j'ai pas peur de le dire, je pense toujours à la NBA, tu vois. Je pense toujours à la NBA, à la G-League. Et de nos jours, en tout cas, on a une chance, c'est que tout va très, très vite. Tu peux, tu vois, tu peux faire une grosse saison en Pro B, faire une Summer League et décrocher un two-way, tu vois. Ouais. Ça peut aller tellement vite que faut rien s'interdire. Donc, moi, je m'interdis rien et je pense toujours à la NBA. Et je pense que jusqu'à très, très tard, je penserai encore à la NBA. Jusqu'à part si dans 2 ans, je descends en N2, mais sinon, je continuerai à y penser. Je sais pas, on peut en parler. Sekou, c'est grave ton gars. Tu vois, Ouais. j'ai l'impression qu'il y a t'en as parlé, il y a une vraie bonne relation entre vous. Est-ce qu'il t'a parlé un peu justement du niveau G-League, du niveau de la NBA, etc. Ouais, il m'a dit. Bah après, le niveau G-League, il m'a dit pas forcément de bonnes choses. Ouais. Dans le sens où bah, c'est pas un niveau forcément très, très haut, tu vois. Tu vois, ça se rapproche pas plus de la Pro B, tu vois. Donc pas forcément de la Pro A. Bah, la Pro A, de toute façon, c'est un niveau très très fort, tu vois. Mais ça se rapproche plus de la Pro B, voire quelquefois de la N1. Ouais. Mais après, de la NBA, il m'a dit que c'est un autre monde. Forcément, c'est un monde différent, tu vois. T'as rien à faire, on te donne tout. Enfin, tu es dans les meilleures conditions pour pouvoir progresser, pouvoir taffer. Ouais. Et c'est pour ça que aussi j'aimerais bien y aller parce que je kifferais dans ces conditions-là pour pouvoir faire ce que j'aime.
sans dire que je suis dans des conditions catastrophiques Non, là bien où sûr, je mais suis. c'est autre Mais chose. effectivement, quand on dit tu pars en déplacement 2 jours et qu'on te donne 300 € juste pour manger, c'est un autre monde, tu Tu vois. dors dans les meilleurs hôtels. Exactement. Tu vis C'est- ta meilleure vie. Donc, moi, je fais du basket aussi, tu vois, pour découvrir d'autres univers, d'autres cultures. Et forcément, la culture américaine, la culture NBA, forcément, j'ai forcément envie d'y goûter, ne serait-ce que la toucher du doigt, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Et puis, t'es encore jeune et forcément, nous, on te le souhaite. Merci. Tu vois, j'aime quand les gens parlent comme ça sur le podcast, c'est un peu le but de l'émission. Mm. Du coup, voilà, on a parlé de ces coups, tu as affronté pas mal de joueurs, que ce soit sur les playgrounds, sur les parquets. C'est qui les gars qui t'ont marqué? En mode où tu t'es dit, putain, lui, il est chaud. Franchement, tout petit, tout petit, quand j'étais tout petit, il y avait un jeune qui s'appelait, un jeune maintenant qui est plus jeune, s'appelait Youssef Eshra, Ouais. qui joue, je crois, il joue en N3 maintenant, il joue toujours en N3 à Finance. Lui, à l'ancienne, c'était une dinguerie. C'est la même génération que Sylvain Francisco. Ok. Et à l'ancienne, ils se tiraient la bourre de ouf, les deux, tu vois. Donc les deux, eux, c'était eux qui m'ont marqué de fou quand j'étais petit. Surtout qu'à l'époque, moi, j'étais meneur parce que j'étais petit. Donc j'avais grave envie de devenir comme eux, rapide, vif, tu vois, explosif. Et du coup, eux, ils m'ont marqué. Et après, à plus haut niveau, quand je suis arrivé, franchement, de tête, il n'y en a pas 15 000, tu vois. Il y en a un que j'ai joué, il s'appelle Robert Turner, qui jouait. Quand je l'ai joué, il jouait à Vitré. Et là, cette année, il joue à La Rochelle en Pro B. Et lui, c'est vraiment un client, lui. Lui, Ah c'est ouais. un mec, s'il veut mettre 30 points, tu peux faire ce que tu veux à mettre 30 points. Il va prendre des tirs, hein, il va prendre beaucoup, mais il va mettre 30 points. Il est trop fort, il peut tout faire. Shooter, driver, tomar, contrer, incroyable. Et après, j'ai joué avec Kevin Harley, Ok. qui était cette Ah, année-là en Poitiers. plus ouais, à Poitiers, qui était, cette année-là, il avait été dans le 5 de Pro B. Mm. Il avait terminé dans le top 5, enfin, dans le 5 majeur de Pro B. Je crois qu'il a terminé deuxième au MVP, au classement d'MVP. Donc, ouais, lui, j'avoue, à l'époque, je veux le rencontrer encore cette année parce qu'il a re-signé à Poitiers. Donc, lui, j'avoue, c'était vraiment très, très fort à l'époque. Est-ce qu'il y a des dates, justement, là, tu en as parlé, tu vas le rencontrer encore, que tu coches comme ça sur le calendrier, des fois, où tu te dis, Ouais, là, ça va être un gros match, je sais pas, quand tu remontes à Paris, par exemple, des choses comme ça. ouais, cette année, forcément, quand je remonterai en région parisienne, malheureusement, l'année prochaine, il n'y a pas d'équipe en région parisienne. Dommage. Maintenant, forcément, Poitiers. Ouais. Dès que je reviens à Poitiers, c'est toujours un peu spécial parce que j'ai une grande histoire avec ce club, même si j'ai fait que 3 ans, tu vois, que ce soit avec les bénévoles, les salariés du club, et forcément, j'ai quelques coéquipiers qui sont encore restés là-bas. Et je me suis fait aussi des amis, forcément, Bien sûr. des gens à côté, tu vois. Donc, ouais, cette date, je la coche toujours parce que c'est grave important pour moi de faire un bon match et de pouvoir aussi revoir des têtes que je kiffe. Et après, dès que je me rapproche un peu de Paris, là, il y a Évreux, Rouen, Reims. C'est des dates où potentiellement ma famille peut Tu peux venir. venir. Donc, ouais, ces dates-là, c'est des dates que je coche. Ok, normal. Et du coup, c'était qui un peu tes exemples dans le basket? Dans le basket, Même aujourd'hui, s'il y a toujours tu vois, des joueurs que tu regardes, que tu étudies un peu, ouais, tu peux shipper des moves, un état d'esprit. après, des le choses comme premier gars avec qui j'ai commencé le basket et que je kifferai toujours, c'est Kobe, ça. vers son âme. Mais Son âme. ouais, Kobe, c'est une clinique du basket, tu pouvais tout faire. Et puis dans la mentale aussi, pareil, hein. C'est une mentale incroyable où lui, là pour gagner, il n'est pas là pour faire autre chose. Et on peut que prendre exemple sur lui. Ouais. Et après, derrière, j'essaie de prendre des moves de tout le monde. Mais par exemple, j'ai toujours kiffé Westbrook. Ouais. Malheureusement, là, il est plus trop à son Ça arrive, top, tu ça vois. arrive, ouais. Mais Westbrook, ça a toujours été un mec incroyable parce que il est fou. Un peu comme moi, tu vois. Ouais. Il a la même mental un peu fou. Il réfléchit pas quand il joue. Il saute partout. Il joue. Donc, ouais, Westbrook, c'était un mec que j'ai toujours kiffé regarder. Donc, c'est un des mecs que je continue à regarder à l'époque. Je regarde toujours ses highlights de 2016-2017. Donc, et après, il y a plein de joueurs, hein. Je peux t'en citer plein. KD. Ouais, normal. Il y a tellement que, ouais. Et tu as parlé de la mentale de Kobe. Et j'ai Mm. l'impression que moi aussi, en Ile-de-France, il y a une mentale 19. Pour les gens qui connaissent. En plus, là, vous ne voyez pas. Et derrière son t-shirt, il a 19 dans le dos. Parle-moi un peu de cet arrondissement et de ce que ça représente pour toi. Ouais, c'est un arrondissement déjà de Chanteloup, déjà. Chanteloup, ceux qui connaissent pas le mot, c'est un arrondissement de Tarté. Ouais. C'est-à-dire que c'est. Mais dans le bon sens, tu vois, c'est pas on n'est pas des mauvaises personnes, loin de là. Ouais. C'est un arrondissement qui est grave, grave dans le social, tu vois. Il y a toutes sortes de communautés, toutes sortes de. Tu vois, il y a un quartier chinois, il y a un quartier indien, il y a un quartier juif, il y a un quartier rebeu, il y a un quartier malien, il y a des quartiers de toutes les origines, tu vois. Donc, déjà, c'est grave lourd parce que du coup, tu découvres toutes les cultures, toutes les communautés, Ouais. de un. Et après, je pense qu'il n'y a pas un autre endroit dans la France où les gens sont plus fiers de là d'où ils viennent, tu vois. Ça veut dire que, comme je le dis tout le temps, tu vois dans le 19e,
tu croises toujours des mecs avec des numéros 19 derrière leur Tout maillot, le temps. derrière leur. En chiffres romains, des fois, en plus. En chiffres partout, franchement. Et puis on essaye de valoriser un maximum parce qu'on est fiers, tu vois. On essaye de donner un peu le maximum de force. On a eu plein de choses qui sont venues, notamment dans le basket. Ouais. On a eu la chance de voir Kobe venir, LeBron, KD, Victor Oladipo, Joel Embiid. J'en oublie carrément, Jason Tatum, mais il y en a plein qui sont venus. Et donc, du coup, bah, forcément, c'est encore plus une fierté. Et donc, du coup, tellement on s'entraide entre nous, tu vois. Je parle pas forcément face to face, tu vois. C'est pas en mode, ouais, toi, je vais t'acheter ceci. Mais on essaye de toujours s'entraider sur plein de choses bêtes. Moi, ma mère, demain, je sais très bien que dans mon quartier, elle se fera jamais agresser. Ouais. Je sais. Parce qu'ils savent que moi, ils savent que c'est ma mère, etc. Je sais que demain, s'il y a une dinguerie, elle va se faire protéger, tu vois. Ouais. Et c'est un tout. C'est-à-dire que tous ceux qui viennent du 19e, c'est comme. Moi, j'aime bien nous considérer un peu comme les Gaulois à l'époque, tu vois. Ouais. Tu vois, demain, s'il y a une guerre, je m'en fais pas pour le 19e. Ouais. Nous, on est le petit village gaulois qui va résister. Parce qu'on a cette alchimie entre nous, on se kiffe. Et le jour où il va y avoir un gros club, que ce soit de basket, de foot, de ce que tu veux dans le 19e, franchement, ça risque d'être très, 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 très lourd. Et on attend que ça. On essaie de mettre ça en place. Maintenant, ça peut prendre un peu de temps. Mais ouais, le 19e, c'est une mentale différente d'autres endroits. Pas forcément meilleure que d'autres endroits, mais différente en tout cas. Puis il y a pas mal de choses qui se passent, hein, même sur la scène basket ou même au niveau culturel, tout simplement. Tu vois, tu as le gymnase Lomière, où chaque année c'est un peu rénové, tu as des événements Nike. En plus, même toi, on t'a vu Égérie, Footlocker, etc. Il y a un truc qui se passe, c'est une vraie communauté, etc. Et ça fait avancer la culture. Ouais, c'est ça, exactement. Bah, ça fait avancer aussi les jeunes, tu vois. C'est ce que bah, du coup, Paul et Bakary, qui ont les créateurs du All Partizan Game, on essaye de mettre en place depuis maintenant plus de 10 ans, tu vois. Je me rappelle à l'époque, il y a peut-être 10 ans de ça, eux, ils organisaient des sorties culturelles à Deauville. Ouais. C'est-à-dire, ils louaient, je crois, 8 cars et on était 400 à partir à Deauville, tu vois. C'est une dinguerie quand même, tu vois. Tu fais ça pour tout. C'est pas un ou deux cars, on était je sais pas combien, on partait, après chacun faisait sa vie, tu vois, mais il essayait, et je crois qu'on payait 5 euros, je crois. 5 euros pour un voyage, c'était une dinguerie. Donc, ils ont toujours essayé de mettre ça en place. Et je pense que c'est un peu les pionniers aussi de cet état d'esprit dans le 19e. Et voilà, ils essaient de faire un peu de tout, que ce soit dans le basket ou autre, tu vois. Ils font plein d'autres choses. Il y en a d'autres aussi qui ont pris le pas. Il y a aussi le 104 qui a été fait, la Cité des Sciences. Ça, c'était bien avant, mais c'est quand même des choses qui font avancer la culture et dont les jeunes peuvent aller. Ça fait des activités, tu vois, au lieu de traîner dehors, etc. Ils peuvent aller à la Cité des Sciences, au 104. Il y a plein de choses à faire. Et donc, du coup, c'est grave lourd. Et c'est pour ça qu'on est aussi fiers de notre chez nous, tu vois. C'est normal. Et puis, il y a des gens qui travaillent et, comme tu as dit, ça porte ses fruits. Tu vois, c'est pas anodin que LeBron, s'il vient à Paris, c'est là-bas qu'il va, tu vois. Et voilà, tu as parlé de ces moments-là, avant qu'on termine. C'est quoi ton meilleur moment basket? Tu vois, pas forcément un game que toi, tu as joué, quelque chose que tu as vu. Le meilleur moment basket pour toi, c'était quoi? Bah forcément, déjà cette année, je vais pas mentir, franchement, c'était incroyable. Comme je l'ai dit, j'ai rencontré des gars de ouf. Et ça a tellement bien matché que c'est un moment de ouf. Et après, bah, l'époque, la première saison où il y a eu vraiment le nom All Parisian qui a été créé, ça veut dire ça a changé, sponsorisé par Jordan. Nouvelle. Bah, nous, on était joueurs, on partageait un peu, tu vois, on s'est dit, putain, il va y avoir un peu de monde, etc. Et on est arrivé, je crois, le rendez-vous. À l'époque, c'était pas encore autant organisé que maintenant. Où maintenant, on donne rendez-vous aux joueurs 2 jours avant, 3 jours avant pour faire des shootings, etc., des drafts carrément. Mais à l'époque, c'était rendez-vous le jour même. On arrive à 11h, je crois. Il y avait déjà la queue. Une queue de fou, de je sais pas combien de mètres. Et à la fin, bah, tout le monde essaye de rentrer, il n'y a pas beaucoup de place. Du coup, il laisse rentrer tout le monde, les gens dans les escaliers, au bord des portes qui regardent, dans les fenêtres. C'était un moment de ouf. J'ai été MVP en plus cette année-là. Donc c'était un truc de ouf, franchement. Il y avait vraiment eu une belle émulation. En plus, moi, j'avais la chance d'y être pour voir des mecs comme nous, tu vois, jouer. Tu vois, c'était pas forcément des pros, etc. Et il y avait une vraie ambiance. Donc, c'est ça qui était lourd, tu vois. C'est une ambiance parisienne, comme tu peux pas trouver ailleurs, tu vois. Une ambiance parisienne avec des mecs qui kiffent le basket, pas qui kiffent la hype, tu vois, qui kiffent juste le basket, qui sont là pour voir du vrai basket. Et avec des mecs, comme t'as dit, comme nous, tu vois. Comme il y avait que des mecs qui jouaient en région, ou après, il y avait d'autres mecs de plus haut niveau, comme Sylvain, qui était à l'époque à haut niveau. Mais sinon, c'était que des mecs qui jouaient à un bon niveau régional, mais sans plus. Et donc, du coup, c'était grave lourd. Et du coup, je pense que ça créait. Tout le monde se voyait dans ce projet. Et c'est pas. Donc, du coup, ils n'avaient pas forcément d'appréhension et ils kiffaient
kiffaient le spectacle et l'ambiance qu'il y avait. Donc, du coup, ça a mis une ambiance de ouf. Il faisait 45 degrés dans la salle. Mm. C'était une folie. Et franchement, c'était là, je pense, ce souvenir-là, je m'en rappellerai jusqu'à la fin de ma vie. Hein. Ok. Bah, écoute, on se rapproche de la fin de cet entretien. Si tu avais un conseil voilà, à donner aux jeunes qui regardent ce podcast, ou même pas forcément les jeunes, hein, à tout le monde voilà, qui va visionner cet épisode, ce serait quoi? Bah, que ce soit dans le basket ou pas, déjà, c'est croire en ses rêves. Ok. Croire en ses rêves et pas forcément. Faut laisser personne nous dire, ouais, on n'est pas capable de le faire. Il n'y a Ouais. que nous qui savons si on est capable de faire quelque chose. C'est pas un coach, un éducateur, un prof qui va dire, ouais, toi, t'es nul, tu vas pas pouvoir le faire. Ouais. Il faut croire en soi, le faire, ne pas être aussi intarté, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne pas penser absolument que c'est nous qui avons la chance infuse, etc. Il faut apprendre de tout le monde, il faut être ouvert à tous. Cette année, je suis arrivé à Lone Plage, où j'ai arrivé dans un statut où j'avais déjà fait 2 saisons en N1, une grosse saison statistiquement, donc plus ou moins, entre guillemets, leader de l'équipe. Mais pourtant, je suis arrivé quand même sur la pointe des pieds parce que j'arrivais dans une nouvelle culture, avec de nouveaux joueurs, des joueurs quand même plus anciens de moi, quoi qu'il arrive, donc ils peuvent m'apprendre des choses. Et donc, du coup, c'est à peu près pareil pour tout, tu vois. Je pense que tout le monde peut apprendre, même un plus jeune. Demain, je parle avec un plus jeune et je vais écouter ce qu'il a à me dire parce qu'il peut m'apprendre aussi des choses. Ouais. Donc, il faut apprendre de tout le monde. Il ne faut pas avoir trop la grosse tête, mais il ne faut pas non plus être trop renfermé sur soi et avoir peur de dire les choses ou de se montrer. Il faut y aller, rester focus. Et après, seule la chance et le travail, tu vois, paieront parce qu'il y a aussi beaucoup de chance, malheureusement, entre guillemets, ou heureusement. Mais il y a beaucoup de chance. Mais ouais, il faut rester focus sur ce que tu sais faire, le faire à fond. Et après, tu vois, c'est Dieu qui te guidera sur Chemin. les bons endroits, tu vois. Mais il n'y a pas de. Faut jamais, en fait, vraiment, faut jamais laisser quelqu'un te dire, ouais, t'es pas capable de faire quelque chose. Jamais de la vie. Pas de limite. Aucune limite. Si tu as envie de jouer en NBA, que tu as. Franchement, après, il faut pas être un tarté aussi. Il faut pas... Ah, bien sûr. C'est pas à 35 ans, tu te dis, ouais, je vais être en NBA alors que je joue en prélat, tu vois. Ouais. Mais en tout cas, il faut vraiment laisser personne. Il faut jouer. Tu as envie de jouer en NBA, tu as 18 ans, tu joues en départemental. Mais crois en tes rêves, gros. Crois en tes rêves, bosse. Après, si tu crois vraiment en tes rêves, fais-le et fais-le jusqu'au bout. Bosse vraiment, tape jusqu'au bout et peut-être que tu auras la chance un jour de pouvoir te montrer et un jour, pourquoi pas y jouer. Mais en tout cas, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui dit, ouais, mais t'es nul, ouais, t'es trop petit, t'es trop grand, t'es trop mec, trop gros, que tu peux pas le faire, tu vois. Bosse et montre que non, bah, tu verras. Je suis trop petit, ok, bah attends, tu vas voir ce que je vais te faire. De toute façon, comme on dit, il faut viser la lune pour tomber dans les étoiles. Exactement. Donc voilà. Christopher, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Franchement, déjà, la santé, ne Exactement. pas se blesser, j'aimerais bien, c'est ma plus grosse hantise en tant que sportif, forcément. Normal. Ne pas se blesser, donc la bonne santé. Et après, bah, que du bonheur en termes de basket, hein, on va pas se mentir. J'aimerais bien. Il y a les JO aussi qui approchent à grands pas. L'année prochaine, dans le 3-3. J'ai toujours ça dans le coin de ma tête. Et après, bah, à long Paris, en terme, plus, hein, à dingue. Paris en plus, c'est chez moi, tu vois. J'ai ce rêve de pouvoir aller en Vélib, à un match Village des JO. olympique. Ouais. Ah, c'est mon rêve et je le ferai si je suis pris. Ouais. Mais ouais, il y a ça, il y a ce rêve-là forcément qui trotte dans un coin de ma tête. Et après, bah, à long terme, à court terme, déjà faire une bonne saison avec Aix et pouvoir faire monter le club à un bon niveau Pro B. Et après, ensuite, je me les laisse pas de limite. Donc, souhaitez-moi le plus haut possible. Si c'est la NBA, franchement, souhaitez-le moi. Et après, advienne que pourra. Hein. Ben voilà, on te le souhaite. Sur ce, les gars, on va terminer. Christopher, t'as passé un bon moment? Ah, c'était lourd de ouf. Voilà. Lourd de Donc, ouf. si, vas-y, demain, imagine, tu regardes le podcast. Qui t'aimerais voir? Voilà, à ta place. Qui j'aimerais voir? Mais trick de la question, il faut que tu puisses nous aider à amener cette personne ici. Donc là, tu peux pas me dire LeBron James, c'est T'as vu? parti. Ouais. J'aimerais bien voir Sekou, mais je le connais comment il est. Je vais tout faire pour te le ramener. Parce que j'aimerais bien qu'il puisse aussi parler de Ouais, de son histoire et c'est important. de comment il ressent un peu tout ça. Et Surtout j'aimerais que- bien. Désolé de t'interrompre, je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont dites à son sujet qui sont pas forcément vraies. C'est exactement pour ça que j'aimerais bien le voir dans ce genre de podcast. Mm. Et après, bah, des personnes qui sont en rapport avec le basket, mais qui ne sont pas basketteurs professionnels, c'est Paul et Bakary. Mhm. Eux aussi, ils ont énormément de choses à dire et énormément de choses à apporter, je pense, à la jeunesse, Ouais. en termes de conseils, etc. Donc ces deux-là, j'aimerais bien les voir ensemble ou pas. Mais surtout, moi, j'aimerais bien les voir ensemble sur le podcast, ce serait lourd. Ça marche. Bon, on va essayer de goupiller ça. Les gars, c'était les Rêveurs Podcast. Vous pouvez nous suivre sur Insta, @lesrêveurs.pod. Christopher, où on peut te retrouver? C'est l'instant promo là. Insta, Crossif, hein, Ouais. de toute façon, suivez-moi là-dessus, sur le
le club de Aix, si vous voulez suivre un peu la saison l'année prochaine. Voilà. Voilà, nickel. Les gars, merci. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez. C'est hyper important pour faire grandir le podcast. C'était votre boy Charles ODB, Christopher Dobby. Salut. Nickel. Ah, c'était lourd de ouf. Allez, c'est tout, hein, au micro. Ouais, ça va, tu connais, moi quand j'étais petit.